Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation des matières non visées par les collectes municipales. On est bien heureux de vous compter si nombreux parmi nous. Donc, on a plus de 160 inscriptions, on est très contents. Donc, je suis Sandra Messy, je vais être votre animatrice pour ce webinaire. C'est un webinaire qui est présenté par Réseau Environnement et par la section québécoise de la SWANA également, et qui est commandité par Chamar Stratégie environnementale, Sanexen et le 4e BAC. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner quelques petites consignes. D'abord, c'est enregistré. Ça va être disponible pour tous les inscrits également. Vous pourrez revisionner les informations. Il va y avoir des périodes de questions aussi qui vont être possibles suite aux conférences. Donc, vous devez poser vos questions dans le questions et réponses que vous voyez en bas de l'écran. Il ne faut pas mettre ça dans le chat ou dans le conversé. C'est mieux de mettre ça dans questions et réponses, et c'est là qu'on va faire la gestion. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à vos questions, inquiétez-vous pas, il y a toujours possibilité de nous rejoindre. Ça va faire plaisir d'y faire suite. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole pour le mot d'ouverture à M. Mathieu Lanneville, qui est directeur général adjoint et responsable du secteur technique chez Réseau Environnement. Donc, il cumule plus de 10 ans d'expérience avec des responsabilités croissantes dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour le développement durable. Il a été récompensé pour plusieurs organisations et il est très actif également dans le milieu. Il a reçu le prix de la meilleure maîtrise de l'École technologie supérieure où il enseigne maintenant au cycle supérieur. Donc, on est très content de l'avoir parmi nous. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Sandra et bienvenue à toutes et à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous ce matin parce que c'est quand même une grande première chez Réseau Environnement. Oui, on va parler des enjeux, des solutions qui sont liées aux matières résiduelles qui ne sont pas collectées en bordure de rue au Québec. Ça, c'est fantastique. Mais aussi, il y a quelque chose d'innovant ce matin, c'est que c'est la première fois chez Réseau qu'on offre aussi un webinaire commandité. Ça, c'est une nouvelle formule qu'on fait ce matin avec vous pour se renouveler. En temps de pandémie, tout ça, il faut trouver des nouveaux moyens d'être à votre écoute puis d'être toujours présent avec vous. Et c'est que vous puissiez être en mesure d'assister à du contenu qui est offert gratuitement. Et en même temps aussi d'offrir l'occasion des partenaires qui contribuent significativement avec des projets à l'avancement de l'économie verte. Et pour cette première, c'est pour ça qu'on est fiers de s'associer avec Chamar et Sanexen, qui sont des partenaires de longue date et qu'on sait qu'ils ont des projets là, qui partagent notre mission d'être le catalyseur de l'économie verte au Québec. Alors, sur ça, je souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à Sandra. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Juste un instant. Partager l'écran. Alors, ça fonctionne, tout est beau? Je vais vous présenter un peu notre programme. On est un peu serré dans le temps, donc je vais être la gardienne du temps, mais il va falloir que je me discipline moi-même. Je vais m'occuper de les 2 premiers volets, donc un petit état de la situation. On parle de quoi exactement ce matin? On va faire aussi un survol de différents programmes d'aide financière qui sont disponibles. Ça a beaucoup bougé dans les dernières semaines. Il y a même un nouveau programme qui a été annoncé hier. Donc, c'est clair qu'on va en parler ce matin. Par la suite, on a 3 conférences. Une conférence par M. Carl Côté de Sanexen sur les matières dangereuses et points de dépôt en milieu nordique. Une deuxième pour les zones de récupération pour matières non visées par Marc-André Busque du 4e BAC. Et finalement, moi-même, je vais parler des résidus de construction, rénovation, démolition en écocentre, mais je vais aussi parler d'autres choses parce que l'opportunité est trop belle. Et on va conclure là-dessus. En fait, je pense que j'ai inversé, là, c'est Marc-André qui va conclure. Moi, je vais être la deuxième, mais c'est peu importe. Alors, allons-y avec l'état de la situation des matières résiduelles non visées par les collectes municipales. De quoi on parle exactement? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les dernières années avec les collectes en bordure de rue, mais là, on a des matières qui restent et qui sont pourtant valorisables. Donc, on parle des textiles, des vêtements, tout ce qui est meubles, mobilier, les résidus de construction, rénovation, démolition,
les tapis, les matelas, les toiles de piscine, les produits électroniques, les résidus domestiques dangereux, je pense, les autres plastiques aussi. Donc, par exemple, les jouets ou les plastiques qui ne rentrent pas dans le bac bleu nécessairement. Donc, c'est ça qu'on parle, tout ce qui ne rentre pas dans le bac bleu de collecte sélective et tout ce qui ne rentre pas non plus dans le bac brun ou dépendamment de vos modes de gestion des matières organiques. En fait, on est vraiment rendu là. On peut dire ça, c'est des chiffres qui sont tirés des documents qui ont été transmis par AC Québec dans le cadre de l'audience publique du BAP sur la gestion des résidus ultimes au Québec. Donc, vous le voyez là, oui, on fait des efforts avec le bac bleu, avec le bac brun. On le voit dans nos sites d'enfouissement, ça diminue, c'est une bonne chose, mais les autres matières, elles augmentent. Elles sont là. On voit des explosions au niveau des encombrants, au niveau des résidus domestiques dangereux et aussi au niveau des textiles. Donc, je pense que c'est clair que le message est là. Depuis 2011, en plus d'être dans une société de consommation, on se ramasse avec des matières qui ont un peu moins de débouchés aussi ou de programmes en place. Et là, on est rendu à... Pour diminuer l'enfouissement, il faut aussi gérer ces matières-là. Alors, on a, en termes de poids, on voit qu'il y a encore beaucoup de matières recyclables et beaucoup de matières organiques dans les déchets. Mais ça, c'est toute l'élimination au Québec, tout compris. Là, les chiffres que je vous présente, ce n'est pas juste le résidentiel, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'élimination au Québec. Donc, près de 30 % ce sont des résidus de construction, rénovation, démolition, mais on voit là, que presque la moitié de la tarte, c'est vraiment ces fameuses autres matières qui ne sont pas visées par des collectes municipales. Donc, c'est vraiment un bon moment de faire ce webinaire parce qu'il y a plein d'opportunités présentement en cours. C'est le temps de passer à l'action. Il y a comme une conjoncture de plein de trucs qui se passent. Premièrement, il y a beaucoup de municipalités, organisations municipales qui sont en cours de révision de leur plan de gestion de matières résiduelles. J'espère que les présentations qu'on va vous faire vont vous donner des idées d'action dans vos plans de gestion. Aussi, il y a des collectes qui deviennent de plus en plus restrictives. On encourage les citoyens à ne pas tout mettre aux déchets, donc d'aller aux écocentres, aux autres points de dépôt. Et il y a tout aussi le volet incitatif réglementaire, incitatif économique, notamment le plan d'action en lien avec la politique québécoise de gestion de matières résiduelles, qui a beaucoup d'actions sur les autres matières. Il y a la stratégie de valorisation de la matière organique du ministère, qui, justement, encourage la recherche de débouchés, qui pousse notamment pour le bois, tout ce qui est les fibres, les matières organiques, évidemment, mais ça touche aussi l'augmentation de la redevance à l'élimination, donc pour que l'élimination coûte plus cher. Il y a la modernisation de la collecte sélective. J'en parle parce que dans le cadre de cette modernisation-là, il y a une révision des matières qui pourraient être visées par la collecte sélective, donc un élargissement peut-être de la collecte de certaines matières qui ne sont ni des contenants, ni des emballages, ni des imprimés actuellement, mais qui sont recyclables. Il y a beaucoup de programmes de financement disponibles. Ça bouge beaucoup, très récemment, donc c'est une forme d'incitatif. Il y a toute la tendance zéro déchet. Il y a des municipalités zéro déchet, il y a des associations, des circuits zéro déchet. Donc, on sent là, que ça commence à avoir plusieurs incitatifs pour passer à l'action. Il reste qu'il y a des freins, surtout post-COVID, problème de main-d'œuvre. C'est difficile de partir des projets qui vont demander des bras pour les mettre en œuvre. Toute la notion d'effort coût-bénéfice aussi. Quel effort je dois faire pour aller chercher quel type de gisement? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des incitatifs réglementaires. Et aussi, un frein majeur, il manque des débouchés. Il manque des débouchés dans plusieurs domaines. Donc, dans ce contexte d'audience générique, c'est vraiment ça, là, pour diminuer la génération des déchets, il faut vraiment passer par la gestion de toutes les matières résiduelles. Et c'est ça que l'on va discuter ce matin. Donc, ça, c'était le petit préambule. Je n'ai pas prévu de répondre à des questions. Je vois qu'il y en a une en lien. Oui, la présentation va être envoyée par la suite. Je pense que vous êtes déjà en train de répondre à la question. Alors, programme de financement. Je vais vous en présenter 4. Il y en a plus, mais c'est vraiment ceux qui touchent le plus les matières non visées par les collectes. Donc, il y a 2 appels de proposition. L'appel de proposition visant le développement de débouchés de matières ciblées.
Ça, c'est par Recyc Québec. Et il y a un deuxième appel de proposition qui vise la réduction de l'utilisation des produits à usage unique. Qui dit appel de proposition dit on a une date limite, on présente tous nos projets et que le meilleur gagne. Le fonds Moins C+, c'est tout nouveau, ça a été dévoilé cette semaine en collaboration avec Recyc Québec et La Ruche. Donc, je vais vous présenter ça aussi. Ça rejoint un peu les mêmes matières, mais c'est pour des plus petits projets. Donc, ça donne une autre possibilité de financement. Et finalement, il y a le programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois. Donc, ça, c'est un programme d'aide, c'est du cas par cas. Et si le projet est intéressant, bien, le financement est octroyé. Ce n'est pas le même principe qu'un appel de proposition. Donc, toujours garder en tête que quand vous avez développé un projet, va toujours avoir le réflexe de contacter Recyc Québec. Ne serait-ce qu'un, pour valider l'admissibilité de votre projet. Tu sais, des fois, là, globalement, le projet fait vraiment du sens, mais il y a peut-être un élément qui fait qu'il ne pourra pas cadrer dans un programme, mais peut-être qu'il cadrerait dans un autre. Fait qu'ils vont vous aider à choisir le meilleur programme pour votre projet. L'idée, c'est que le plus de projets possibles trouvent du financement. Donc, je ne travaille pas pour Recyc Québec, mais je vous dis, c'est vraiment, si vous avez des projets, si vous avez des questions spécifiques au programme, je vous invite fortement à aller sur leur site Internet, lire les cadres normatifs et les contacter. Ils sont toute une équipe disponible pour répondre à vos questions. Donc, je vais commencer par le premier, l'appel de proposition pour justement les matières, pour les recherches de débouchés, pour les matières ciblées. C'est vraiment nouveau, là. C'est depuis juin 2021, c'est tout récent. C'est financé par Recyc Québec. Le but, c'est vraiment de développer des débouchés pour des matières difficiles à gérer, tout en respectant la hiérarchie des 3 RV afin de prévenir l'élimination. On s'entend, là, ça cadre parfaitement avec les matières non visées par les collectes sélectives dont on faisait mention. C'est des montants intéressants qui vont de 25 000 à 100 000 de subventions jusqu'à un maximum de 70 de dépenses admissibles. Donc, il y a une enveloppe budgétaire de 910 000 et il y a 2 dates de dépôt, une le 15 septembre et une le 15 juin 2022. Donc, c'est juste, c'est pas un projet qui est étendu sur plusieurs années. Mais puis, ben, en fait, oui, c'est presque 2 ans, mais c'est quand il n'y aura plus de fonds, ben, le projet va se clore. Il y a 4 catégories de matières visées à ce projet-là d'appel de proposition. Donc, votre projet doit toucher des textiles ou l'habillement. Il doit toucher aussi ou toucher l'ameublement ou les articles rembourrés. Une autre matière visée, c'est tout ce qui est équipement de protection individuelle, mais ça inclut aussi les divisions en plexiglas. Fait que si vous avez des projets dans ce sens-là, ça pourrait être finançable. Tous les systèmes de plastique ou les multimatières qui ne sont pas des contenants ou des emballages. Un peu ce que je disais tantôt, les autres plastiques. Donc, c'est les 4 matières visées par ce programme-là. L'idée, c'est de trouver des débouchés, trouver une façon de les collecter, trouver une façon de faire en sorte qu'ils n'aillent plus à l'élimination. C'est un programme qui est ouvert pour tous. On a 18 mois pour faire le projet. Ce qui est intéressant, c'est que les organisations de la santé, de l'éducation, les entreprises, tout le monde, les OBNL, tout le monde peut déposer un projet. Puis on a quand même du temps pour mettre en place le projet. Il y a certaines exigences qui reviennent dans plusieurs appels de proposition. Il faut qu'il y ait des résultats mesurables. Hein? Il faut que ce soit encadré, structuré. Il faut qu'il y ait une méthodologie. Il faut quantifier ce qui est détourné de l'élimination. Puis il faut que ça vaille la peine. Il faut que votre projet soit porteur. Il faut qu'il soit reproduisible aussi, si c'est possible. Reproductible ou reproduisible, mais parce que, justement, c'est que le meilleur gagne. C'est un appel de proposition, donc les projets sont en compétition l'un contre l'autre. Il faut calculer les retombées économiques, les retombées sociales, etc. Donc, c'est vraiment un appel de proposition d'action. Ce qui n'est pas admissible, c'est des études, d'acquisition de connaissances et tout ça. Là. Ce qu'on veut, c'est vraiment un projet avec des résultats et on veut que ce soit qu'on puisse l'implanter à grande échelle. Là. Mais ça ne peut pas être une reproduction de quelque chose qui existe déjà. Donc, il faut qu'il y ait un niveau d'innovation. C'est sûr que le contexte régional va compter aussi. Là. Si, par exemple, il y a un débouché à un endroit, ben bon, et que vous êtes à 400 km de cet endroit, ça pourrait passer.
Tout ce qui touche la destruction de la matière, l'exportation ou de l'entreposage, ce n'est pas admissible. Mais comme je vous dis, il faut toujours valider avec Recyc Québec. Plus tard, là, dans mes présentations aussi, je vais donner des exemples. Des fois, j'en donne, mais faites-vous-en pas, dans ma présentation, je vais donner des exemples qui peuvent être admissibles à ces programmes-là. Autre nouveau programme, c'est cette fois-ci pour les produits à usage unique. Donc, tout nouveau encore, ça va de 50 000 à 400 000. Donc, c'est vraiment une enveloppe budgétaire qui est plus importante, qui dépasse le 4 millions. Cette fois-ci, c'est à l'automne, novembre et deuxième en août 2022. Dans ce cas-ci, ce programme-là, c'est vraiment de prévenir et de réduire l'utilisation des produits à usage unique en visant la réduction à la source, le réemploi, afin de réduire la génération de matières résiduelles liées aux produits à usage unique. C'est vraiment intéressant. Il y a des projets qui sont tout petits qui pourraient, par exemple, prendre de l'ampleur et avoir les sous pour le faire. Donc, déployer des petits projets qui sont déjà existants, ça, c'est un exemple. Mais voici les matières visées, là, tout ce qui est bouteilles, contenants, emballages, mais aussi les sacs d'emplettes, les sacs d'aliments, les emballages de protection liés au transport, les accessoires qui font partie d'un contenant ou les accessoires qui font partie d'un emballage. Et il y a aussi tout ce qui touche le secteur alimentaire, comme dans les foires alimentaires, les gobelets, les assiettes, les pailles, les fourchettes, des choses comme ça. Fait que tout ce qu'on connaît d'un produit à usage unique. Évidemment, il ne faut pas remplacer une matière unique, un produit à usage unique par un autre. Là. Donc, il faut quand même qu'il y ait un bon choix de remplacement. Et pour répondre vraiment à ce programme-là, il faut répondre à au moins 2 objectifs, soit de mobilisation, soit d'action. La mobilisation, c'est qu'on veut inculquer un changement de comportement. Donc, c'est toute la démarche de concertation, des campagnes de promotion, des services d'accompagnement, des projets éducatifs. Donc, l'aspect de mobilisation est assujetti à avoir un financement. Et aussi, tout ce qui est action, bien là, c'est qu'on met en œuvre une solution, quelque chose qui est déjà réfléchi ou qui est déjà déployé à petite échelle, où on lance un tout nouveau projet, on implante une technologie, on met en place un système de gestion. Il faut vraiment que ce soit un ou l'autre, ou les deux. Il faut viser un volume significatif de matières résiduelles. C'est sûr que si vous déposez un projet qui n'aura pas beaucoup d'impact, il ne risque pas d'être retenu, à moins qu'il y ait d'autres éléments innovants. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le comité qui va faire l'analyse des projets, mais il faut qu'il y ait un volume significatif. Il faut qu'il y ait une perspective de reproductibilité et que ça soit durable dans le temps. Tous les projets, là, si vous avez des lettres d'engagement, des lettres d'intérêt déjà de partenaires, ou quoi que ce soit, pour tous les projets de Recyc Québec, ça, c'est vraiment un plus là, quand vous déposez un projet. Les projets qui ont l'air solides ont plus de chances d'avoir des sous, évidemment. Puis, il faut s'engager à rencontrer les objectifs, puis réaliser les mesures d'information, de sensibilisation, d'éducation qui viennent avec. Encore une fois, tout le monde, c'est possible pour tout le monde. On a 18 mois pour faire le projet. Il faut encore une fois des mesures de suivi de performance. Les études, c'est pas compris. Les substitutions par exemple, un centre commercial veut utiliser les produits à usage unique en plastique puis les mettre par des produits biodégradables. Ça ne fonctionne pas. C'est aussi un produit à usage unique, donc c'est vraiment pas dans ce sens-là que l'on parle de ça. On parle et on ne veut pas non plus tout ce qui est la récupération, le conditionnement, le recyclage. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, des exemples de projets. Implanter, promouvoir des stations de remplissage pour des contenants réutilisables. On en voit de plus en plus avec Pure Nature dans les pharmacies. Donc, avoir des comptoirs comme ça en vrac, ça, c'est éligible. Déployer un système de récupération de consignation. Cano, c'est vraiment intéressant. Ils font de la consignation de vaisselle réutilisable, par exemple, dans un immeuble, pour un gestionnaire immobilier dans un immeuble, une tour à bureau, qui a une cafétéria, quoi que ce soit, ou plusieurs cafétérias, le gestionnaire pourrait déposer un projet puis implanter ce type de projet. Il y a la tasse, évidemment, qu'on connaît bien, qui pourrait être répandue un peu partout au Québec. Ça, c'est un exemple de projet qui cadre avec cet appel de proposition-là.
Bon, je vais aller rapidement. Je regarde, c'est bon, il me reste 9 minutes. Fonds C+, c'est un projet tout nouveau qui a été présenté cette semaine par La Ruche et Recyc Québec. C'est une super belle initiative pour des plus petits projets. C'est un financement participatif à objectif fixe. Je vais vous donner un exemple là, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il y a une enveloppe budgétaire de 1 million sur 2 ans, mais c'est ouvert à tout le monde, à tous les types de promoteurs. Puis, si tu atteins ton objectif de financement, c'est comme un GoFundMe, là, tout simplement pour les projets environnementaux. Et si tu atteins ton objectif de financement, bien, tu vas avoir jusqu'à 50% du montant de ton objectif jusqu'à un maximum de 25 000. Donc, c'est intéressant. L'idée derrière ce fonds-là, c'est de stimuler le lancement d'entreprises, des projets éco-responsables, puis ça vise partout au Québec, il y a des ruches partout. Il faut que ça évoque la réduction à la source, le réemploi, la prévention des déchets. Tout ce qui est en lien avec le recyclage n'est pas admissible. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu aux deux autres qu'on a regardés avant. Et évidemment, on s'entend, là, un même projet ne peut pas avoir des sous de chaque programme. Il faut choisir le bon, puis on ne peut pas cumuler plusieurs programmes de financement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'appeler Recyc Québec pour valider où est-ce que ce serait mieux, où est-ce que j'ai le plus de chances d'avoir mes sous selon la nature du projet. Un exemple, parce qu'il y a déjà un projet qui est en ligne, c'est un projet justement de vrac, donc Gramme Vrac et local. Donc, lui, il a un objectif de 12 000. C'est ça son objectif fixe. Et les gens vont déposer pour ramasser des sous. S'il atteint son objectif, bien, en fait, il va y avoir 6 000 $ de financement de la ruche, en fait. Excusez-moi. Donc, ça, c'est un exemple. Chaque projet a sa page et on suit comme ça. Donc, lui, il va avoir jusqu'à concurrence de 18 000 $ pour faire son petit projet d'épicerie en vrac. Donc, ça, c'est un exemple de projet Fonds-C+. Finalement, le dernier que je vous présente ce matin, je vais essayer de faire ça rapidement. C'est le plus compliqué, là. Mais c'est le presque nouveau. Là. Il a été sorti en mai 2021 par Recyc Québec. Une grosse enveloppe budgétaire, là, parce que là, on parle d'infrastructures notamment. C'est tout ce qui touche les écocentres, les optimisations d'écocentres. Donc, il faut être propriétaire ou gestionnaire d'un ou des écocentres. Ça peut être un privé, municipal, une régie, peu importe. Donc, c'est un projet sur 3 ans. Le 21 juin, donc ça vient juste de se terminer, le premier dépôt était là, mais sinon, il y en a un autre le 1er novembre. Et ça va être en mai et en novembre en 2022 et en 2023, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans l'enveloppe budgétaire. 2 volets. Implanter un nouvel écocentre pour un maximum de 100 000 $ de dépenses admissibles. Deuxième volet, c'est que si on a déjà des écocentres, on est desservi par un écocentre, ben, ça peut être 75 000 par projet d'optimisation. Là, je n'irai pas dans les détails, mais il y a toute une modulation. Plus on a de projets d'optimisation, si on a un réseau ou peu importe, plus on a de l'argent. Exemple, si tu as 3 projets qui touchent 3 écocentres d'optimisation, ben, ton enveloppe budgétaire peut monter à 270 000. Donc, ça, c'est plus que 3 fois 75 000. Donc, plus tu as de projets, plus tu as d'argent. Donc là, j'ai pris ça directement du cadre normatif. Là. On implante un nouvel écocentre. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la possibilité d'accessibilité aux citoyens. J'ai fait une phrase longue pour dire finalement, il y a plus de services aux citoyens pour mieux trier à la source, favoriser le réemploi. Et il faut avoir une action sur absolument une mesure spécifique pour la gestion du bois. Il faut comprendre que ce programme-là est lié aussi à la stratégie de valorisation de la matière organique du ministère. Donc, oui, on optimise l'écocentre, on peut faire plein de trucs intéressants, mais il faut absolument qu'il y ait une mesure spécifique sur le bois. C'est la même chose pour le volet 2, où là, on optimise l'accessibilité à un réseau, on implante de meilleures pratiques, plein de mesures d'optimisation possibles, mais il faut une mesure sur le bois. Donc, c'est des exigences que l'on voit ici. Pour le volet 2, il y a des exigences de plus. Donc, si on a déjà des écocentres, il faut avoir des mesures d'optimisation. Donc,
soit d'améliorer l'accessibilité, soit et ou, ça veut dire ça peut être les deux aussi, améliorer les bonnes pratiques. On agrandit pour avoir plus de quantité, on trie mieux pour avoir plus de qualité. Il faut que ce soit un ou l'autre ou les deux dans nos projets d'optimisation. Et le volet 1 et 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait des mesures spécifiques au bois. Il faut avoir des mesures disées entourant le projet, donc communication, sensibilisation, tout ça. Il faut avoir un plan de mesure de performance. Comme les autres programmes de Recycle Québec, c'est normal, il faut qu'on soit capable de calculer les retombées environnementales, les retombées sociales, les retombées économiques pour justifier justement ce type de projet-là. Donc, j'ai fait ce cours parce que dans ma présentation tout à l'heure, je vais donner des exemples concrets d'optimisation qui pourraient être finançables dans le cadre de ce programme-là, qui touche le bois, mais aussi le volet 1, le volet 2 et ces éléments comme ça. Sur ce, comme je vous l'ai dit, je ne prendrai pas de questions à cette étape-ci, mais je vais laisser la parole à Carl Côté, que je vais présenter à l'instant, qui va vous faire la première conférence. Moi, c'était un long préambule. C'était même pas une conférence. Donc, la première conférence, Carl, c'est le directeur de projet Affaires nordiques et autochtones chez Sanexen. Donc, il œuvre dans le domaine de l'environnement depuis 1995. Il est à l'emploi de Sanexen depuis 2010 et il travaille avec les communautés CRI de la baie James depuis 1999. Il a travaillé donc sur plein de projets de réhabilitation environnementale et de gestion de matières résiduelles. Il a notamment supervisé le développement de plans de gestion de matières dangereuses résiduelles pour 7 communautés. Et depuis 2017, il est directeur d'une filiale de Sanexen qui, justement, c'est un partenaire inuit, Avantani, je ne sais pas si je dis bien le mot, tu corrigeras, Carl, tantôt, là, ce partenaire-là dessert 14 communautés du Nunavik. Et donc, Carl est responsable de la gestion des opérations, puis il travaille aussi au développement des affaires. Bref, notre spécialiste des affaires nordiques et autochtones, Carl, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Sandra. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Donc, s'il vous plaît, me confirmer que c'est beau. Ça marche? Parfait. Merci bien. Donc, tel que mentionné, je vais faire une présentation là, sur la gestion des matières dangereuses résiduelles en milieu nordique. Je ne prétends pas avoir l'expertise en gestion de matières dangereuses de mes amis chez Chamard. Mon expertise est plus dans les projets et les relations avec les communautés autochtones, principalement du nord du Québec, donc Nunavik et Iwis-Baie-James. Donc, les projets que ce soit, comme mentionné, les projets que j'ai faits, c'était autant des projets qu'on fait aussi actuellement, c'est autant des projets en gestion de sols contaminés, réhabilitation de sites et aussi gestion de matières dangereuses. Donc, principalement en tant qu'entrepreneur en environnement, malgré qu'on fait aussi un peu de consultation. Donc, excusez-moi, il faut juste que j'ajuster mon écran. Voilà, désolé. Donc, on continue. Donc, la présentation va ressembler un peu à ce qui suit. Suite à l'introduction, je vais parler un peu des particularités des régions nordiques, principalement les deux qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va parler de la situation actuelle en Iwis-Baie-James et la situation actuelle aussi au Nunavik. Donc, on va parler surtout
dans le fond, de deux sources principales de matières dangereuses, de déchets dangereux dans les communautés. Donc, les résidus domestiques dangereux qui sont générés par les résidences et autant aussi par les commerces, les institutions. C'est sûr qu'il y a aussi des déchets de laboratoires d'école, déchets biomédicaux qui vont être gérés par les CLSC, les cliniques et les hôpitaux. Et on va parler aussi un peu des déchets de garage, donc qui sont issus de mécanique auto et mécanique de machinerie lourde. Donc, un petit graphique, je reprends un graphique similaire un peu à celui que Sandra a présenté tantôt. On voit que bon, les matières dangereuses sur le flux de déchets total est très petit. Bon, ici, c'est écrit 0%, c'est une petite erreur de frappe, ça devrait être 0, quelque chose qui donne, quand on arrondit, qui donne près de 1%. Puis malgré ce petit pourcentage-là, c'est les types de matières qui vont être la source principale de pollution liée aux sites d'enfouissement. Puis comme on va mentionner tantôt, dans le Nord, les sites d'enfouissement ne sont pas des sites, sont pas des lieux d'enfouissement techniques comme dans le Sud, donc les lixivias ne sont pas récupérés. Donc, c'est d'autant plus important de prévenir que ces déchets-là se ramassent à l'enfouissement. Donc, si on parle de résidus domestiques dangereux, bon, je pense que tout le monde est pas mal déjà au courant des différents types de matières. Je pense que la majorité d'entre vous récupère déjà, se fait la ségrégation et la disposition dans les écocentres. Donc, on parle de toutes ces matières-là. Il y a au Québec des programmes de la REP qui permettent de disposer de certaines matières gratuitement. Donc, ces programmes-là couvrent la disposition et aussi le transport de ces matières-là. Ces programmes-là sont aussi disponibles dans le nord du Québec. Okay? Le Nunavik fait partie du Québec, la baie James aussi, donc les programmes sont accessibles. Par contre, la portion transport n'est pas couverte par les programmes. Donc, ça soulève une problématique qu'on va parler un petit peu plus en détail tantôt. Pour ce qui est donc on est toujours dans l'introduction, pour ce qui est des matières générées par les garages, on va parler de batteries de véhicules, les carburants solvants, l'huile usée, des antigels, les filtres, divers types de filtres solides huileux, les pneus. Okay. Ça aussi, il y a des programmes provinciaux qui permettent de gérer sans frais ces déchets-là. Donc, il y a un programme de Recycle Québec pour les pneus et le programme de la SOGU qui permet la disposition sans frais et même qui permet de recevoir une ristourne pour certaines matières. Donc, c'est ça. Encore là, côté transport, par contre, pour la SOGU, étant donné la ristourne, ça va permettre de payer en tout ou en partie le transport de ces déchets-là vers le sud. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'était l'introduction. Je vais passer à juste parler de certaines particularités des régions nordiques. Donc, les régions dont je vais discuter aujourd'hui sont couvertes par la région administrative numéro 10 du Québec. Je ne vais pas parler de la région 9, Côte-Nord, qui est quand même assez nordique aussi, surtout la basse Côte-Nord, puis qui va avoir des réalités similaires à la baie James et au Nunavik. Donc, juste garder ça en tête, on a fait moins de projets dans ce coin-là, mais je sais que les réalités sont similaires. Donc, la région 10 administrative est séparée en deux. Donc, le Nunavik au nord du 55e parallèle
et la région Iwis-Baie-James au sud du 55e parallèle. Donc, c'est les deux régions qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, particularité de ces régions, la présence autochtone, donc très importante population autochtone, Cris au sud, Inuit au nord. Il y a des traités qui couvrent ces territoires-là. Il y a une certaine autonomie gouvernementale, régionale. Il y a des langues qui sont différentes aussi. Une juridiction provinciale limitée sur certaines parties des territoires, position géographique nordique, donc ça, c'est quelque chose qui va jouer un peu sur tout ce qui se passe là-bas, tous les projets qui se passent. Les communautés sont éloignées l'une de l'autre, sont isolées des grands centres. Donc, le volet transport, autant pour monter des matières vers le nord que pour descendre des déchets vers le sud, sont importantes. On parle d'environnement sensible, donc beaucoup de plans d'eau, beaucoup de cours d'eau, beaucoup de milieux humides dans la portion sud de la région 10. Faune importante, faune présente près des communautés, près des dépotoirs. Donc ça aussi, ça joue. L'environnement sensible aussi, l'utilisation traditionnelle importante par les populations autochtones locales. Les dépotoirs municipaux aussi, c'est particulier. Dans le nord, comme je disais tantôt, il n'y a pas de lieu d'enfouissement technique, donc pas de protection du fond des dépôts de déchets par de l'argile ou des géomembranes. C'est beaucoup des dépôts en tranchées. Donc, c'est ça, pas de collecte de lixivia. Dans plusieurs sites aussi, il y a du brûlage. Donc, encore là, malgré que les matières dangereuses représentent juste 1%, on ne collecte pas des lixivia et il y a du brûlage. Donc, important de bien gérer à la source les déchets dangereux. Comme particularité aussi, il y a certains types de déchets qui vont être en plus grande quantité. Donc, les petites bonbonnes de propane utilisées dans les camps pour le camping, les batteries aussi. Autre particularité des régions nordiques, aucune industrie. Donc, aucune industrie qui produit les matières dangereuses qui montent dans le nord et aucune industrie pour les traiter là-bas localement. Donc, la situation en Iwis-Baie-James, le territoire dont on parle, c'est le territoire traditionnel des Cris du Québec, territoire qui est officialisé par Règlement de revendication territoriale, donc Convention de la Baie-James 1975, Paix des Braves 2002 et autres traités. Immense territoire avec une petite population, 18 000 habitants, les langue maternelle de tous les Cris, c'est le Cri. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, c'est le Cri. L'anglais, langue seconde pour la plupart, certains vont parler aussi le français. 9 communautés, donc 9 communautés dispersées sur le territoire, 3 à l'intérieur des terres, puis 5 sur la côte. Et autre particularité, c'est le gouvernement régional. Donc, le gouvernement régional Cris va gérer. Les communautés sont pas mal autonomes, mais le gouvernement régional Cris va les supporter là, à plusieurs égards. Les Cris ont fait plusieurs études. On fait un plan de gestion des matières résiduelles au niveau régional. Ça a été suivi par des plans de gestion de matières dangereuses résiduelles au niveau de pratiquement chaque communauté. Ça a inclus plusieurs formations, des documents de sensibilisation, affiches, pamphlets, là, autant pour les employés municipaux que la population générale. Il y a eu des audits aussi de ces plans-là. Et en ce moment, il y a une mise à jour là, du plan de gestion régionale. Donc, plusieurs études ont eu lieu pour aider à la gestion des matières dangereuses. Les Cris je pense que tout le monde le sait, ont beaucoup d'argent qui provient des traités. Donc, il y a des fonds du gouvernement régional Cris qui permet à chaque communauté d'avoir son écocentre. Donc, en ce moment, il y a 3 communautés qui ont des écocentres opérationnels, 3
qui sont au niveau de leur éco-centre est au niveau de la conception, ingénierie. Et les autres vont avoir des points de dépôt temporaires en attendant qu'ils aient leur éco-centre. Donc, ça va être fait soit dans des entrepôts, garage municipal, un petit peu aussi d'entreposage extérieur. La plupart des communautés aussi vont prendre avantage là, des programmes de la REP, les programmes provinciaux que j'ai mentionnés tantôt. Donc, peut-être 2 à 4 des programmes là, sur les 5. Bon, c'est ça. Il va y avoir aussi, comme par exemple, des boîtes pour piles là, qui vont être placées dans les bureaux municipaux. Problématique particulière, j'en ai mentionné tantôt, beaucoup de petites bouteilles de propane là, qui se ramassent, bon, des fois au site d'enfouissement, des fois qui sont gérées comme il faut, donc qui sont envoyées à l'éco-centre de plus en plus, je dirais. Problématique générale, la plupart des éco-centres fonctionnent bien. Il y a beaucoup de matières qui rentrent, mais malheureusement, il y a souvent la difficulté à sortir ces matières-là. Donc, il va y avoir un surentreposage de matières. Bon, ça, il y a plusieurs raisons pour ça. Comme je disais tantôt, les programmes de la REP sont utilisés, mais le fait que le transport n'est pas inclus, bon, des fois, ça fait en sorte que ça retarde là, la sortie des matières. Aussi, les programmes ne vont pas nécessairement toujours fournir les contenants comme ils feraient dans le Sud, comme par exemple pour les peintures usées. Formation, il y en a eu beaucoup. Il y en a encore, c'est ça, qui devraient en avoir encore pour aider. Et il y a aussi il semble y avoir des problèmes de communication aussi entre les gens qui gèrent le programme et les gens locaux. Tantôt, je parlais des langues. Je ne sais pas si c'est une problématique de langue ou de culture, mais il semble y avoir autant dans un sens que dans l'autre des problèmes de communication. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler, là, autant pour les gens du programme des programmes que les gens des communautés. Pour ce qui est des matières dangereuses des garages, là, le temps file, je vais essayer d'accélérer un peu. Je veux dire en général que dans les garages, les matières sont relativement bien gérées. Le programme de la SEGU fonctionne bien. Comme je disais tantôt, à cause des ristournes, les compagnies qui gèrent ces huiles-là vont monter, chercher les huiles, ils vont redescendre, ne chargeront pas de frais de dispo ou de transport. Donc, ça, c'est bien. C'est un programme qui fonctionne bien. Côté recyclage des pneus, ça fonctionne un peu moins bien. Il y a des accumulations importantes. Il y a plusieurs communautés qui ont de la misère à sortir, à se débarrasser de leurs accumulations. Donc, encore là, le son de cloche qu'on a, c'est des problèmes de communication. Et souvent, ça fait en sorte que les intermédiaires sont requis en tant que soit des consultants, des entrepreneurs qui vont devoir faire les intermédiaires entre les communautés puis les entrepreneurs qui gèrent les programmes. On saute au Nunavik, territoire traditionnel inuit. Donc, encore, ça aussi, officialisé par règlement de revendication territoriale, Convention de la baie James et du Nord québécois, 1975. Immense territoire, population de 11 000 habitants. Langue principale, l'Inuktitut. Langue seconde, anglais. Dans certains petits villages, l'anglais est même difficile pour certains gens. Quand on va faire des projets dans les petites communautés, là, la langue seconde n'est pas toujours facile là, pour les gens localement. 14 villages nordiques le long de la côte, baie d'Hudson, baie d'Ungava, détroit d'Hudson. Donc, faites le calcul. Certains villages vont avoir moins que 11 000 habitants, donc des petites populations. Et là aussi, comme pour les CRI, il y a un gouvernement régional, l'administration régionale Kativik, là, qui va gérer là, certains aspects de la gestion des matières dangereuses. L'administration régionale Kativik a mis en place un plan de gestion de matières résiduelles pour 2021-2027. Ils ont aussi fait beaucoup d'efforts pour la formation des employés municipaux sur plusieurs années. Ils ont développé des bons documents de sensibilisation, des guides, des affiches. Donc, les efforts sont mis.
En ce moment, il n'y a pas d'éco-centre dans les communautés. Le plan prévoit que ce soit les commerces qui sont responsables de récupérer les matières dangereuses. Donc, c'est le magasin Coop, la FCNQ, dans 5 villages qui gèrent ces déchets-là. Et à Coudjouac, l'éco-centre, en guillemets, là, est situé au dépotoir municipal. Donc, les autres communautés n'ont pas vraiment rien en place en ce moment. Et le plan prévoit qu'en 2024, ils vont rajouter dans la gestion là, les appareils de réfrigération, climatisation, puis en 2026, les autres électroménagers. Dans les dépotoirs, il y a une ségrégation des matières non combustibles qui est faite. Heureusement, parce que, bon, comme je disais tantôt, il y a du brûlage qui se fait. Donc, c'est important de garder les bonbonnes de propane et de gaz à l'écart des endroits où le brûlage se fait, ainsi que les pneus. Il y a des conteneurs d'entreposage de matières dangereuses dans chaque site d'enfouissement ou dépotoir, devrais-je dire, là. Soit un conteneur d'entreposage ou un entrepôt avec plancher de béton. Pour ce qui est des véhicules, il n'y a pas de protocole pour l'enlèvement des fluides, mais il y a des projets pilotes qui ont été faits là, dans 3 villages là, ces dernières années pour rendre les véhicules non dangereux. Ici aussi, pour ce qui est des matières de garage, la gestion se fait relativement bien. La plupart des huiles sont disposées au sud par le programme de la SOGU qui couvre le transport maritime. Il y a aussi à Coudjouac des serres là, qui peuvent valoriser les huiles usées. Puis à Inukjuak, le garage municipal brûle les huiles usées depuis plusieurs années. Les batteries, ça se gère bien. Il y a une valeur avec le plomb, donc ça disparaît rapidement. Pour ce qui est des pneus, il y a 3 communautés qui ont fait des dispositions dans les dernières années. Donc, ça va relativement bien. Donc, problématique générale au Nunavik, pénurie de main-d'œuvre, la gestion de matières dangereuses, taux de roulement. Transport maritime, encore là, pas couvert par les programmes. Donc, pour la SOGU, ça va à cause de la ristourne qui est payée sur les huiles, mais pour les autres matières, c'est un coût qui est important. Malgré le fait que les bateaux reviennent dans le sud vides ou pratiquement vides, là, il y a quand même un coût qui doit être payé pour ce transport-là. Donc, encore besoin de formation et d'information, puis besoin d'aide aussi ou d'intermédiaires pour la communication là, entre les gens des programmes puis les communautés. Donc, pour conclure rapidement, pistes d'amélioration pour une meilleure gestion des matières dangereuses résiduelles. Information, éducation, formation, ça revient toujours. Je dois quand même dire qu'en 20 ans, là, on a vu d'énormes progrès au niveau de la gestion des matières dangereuses, mais il y a encore de l'amélioration à amener. Ça serait bien de favoriser les bouchers locaux, comme si chaque village pouvait, par exemple, avoir une fournaise qui peut brûler les huiles usées. Ça serait encore mieux que les envoyer dans le sud, même si ça ne coûte rien, les envoyer dans le sud. Peut-être la réutilisation des peintures aussi localement pourrait être intéressant. Côté transport, il faut vraiment qu'il y ait un effort concerté là, au niveau régional pour autant au Nunavik pour le transport maritime qu'à la baie James pour le transport routier. S'arranger pour que les camions qui reviennent vides ou les avions, les navires qui reviennent vides soient remplis de déchets et que ça ne coûte pas les yeux de la tête là, pour faire le transport de ces matières-là. Et c'est sûr que l'accompagnement va toujours, en tout cas à court terme, va être nécessaire là, pour certaines communautés. Puis dans certains cas, ça pourrait être intéressant d'avoir des partenariats publics-privés pour la gestion de ces matières-là. Il y a des compagnies dans le sud qui font de l'argent avec les déchets. Donc, la même chose peut se faire dans le nord avec la gestion des déchets. Donc, voilà. Désolé d'avoir dépassé mon temps. Je vais revenir. Merci, Carl. Oui et non, tu as dépassé ton temps dans le sens que il y a eu beaucoup de questions pendant que tu parlais, mais c'était par rapport à ce que j'avais dit sur les programmes de financement. Donc,
Il y a une question qui te concerne, mais tu y as répondu un peu dans ta conclusion, donc je te laisse répondre directement dans le chat. Tout le monde peut voir les réponses une fois écrites. Et sinon, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je te remercie beaucoup de ta présentation. Puis on voit qu'on est ailleurs, là. Oui, tout à fait. C'est autre chose. Parfait. Alors, je vais repartager mon écran. C'est à mon tour de vous présenter au niveau des écocentres et j'ai l'impression que ça va répondre à certaines questions aussi de certains répondants. Donc, voici la suite de ma présentation. Par la suite, je vais laisser la place à Marc-André. Je ne me suis pas présentée. Je me suis juste dit que j'étais Sandra Messier, directrice des opérations, mais c'est ça, ça fait 21 ans que je travaille en gestion de matières résiduelles et que je travaille chez Chamard aussi, donc hautement stimulant. Et tous les projets d'éco-centre sont un peu dans ma cour. On se promène partout au Québec, donc je ne réinvente pas la roue, là. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça existe. Fait qu'on n'est pas dans un monde parallèle, irréaliste. Alors, peut-être que ça va vous inspirer pour vos mesures d'optimisation. Donc, je prends mon timer et c'est parti. Donc, les écocentres, on le sait, c'est vraiment incontournable. Il y en a plus de 325 au Québec, à peu près presque 350. Ça fait partie intégrante de toute la gestion municipale au niveau de la gestion des matières résiduelles. On l'a dit tantôt, les collectes sont plus restrictives, on veut diminuer l'enfouissement. Il faut les écocentres. C'est vraiment un service supplémentaire aux citoyens et aux ICI. Donc, tout ce qui est institutions, commerce, industrie, Recyc Québec, dans ses appels de proposition, quand on parle de mesures d'optimisation, c'est aussi d'aller chercher des nouvelles clientèles. Les écocentres permettent d'améliorer la performance en gestion de matières résiduelles, ça va de soi, mais sont amenés à tout le temps évoluer, à devoir évoluer. Donc, c'est le grand défi parce qu'il y a plein de nouveaux programmes de récupération qui voient le jour, donc il faut s'adapter. Et ça complète les collectes municipales. Donc, c'est vraiment important, les écocentres, et ça justifie notamment la pertinence d'avoir une enveloppe budgétaire de plusieurs millions pour les optimiser. Donc, comment s'assurer de bien valoriser les matières résiduelles qui sont non visées par les collectes municipales? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais y aller simplement. Moi, l'idée, c'est de vous donner des idées de pistes d'optimisation, des recommandations, de ce qu'on a vu, Chamard, au fil des différentes années, de projets porteurs qui pourraient être peut-être applicables chez vous. Et tout ce que je vais vous présenter, dépendamment de la forme, c'est aucune garantie, mais ça pourrait être un projet admissible à un financement quelconque de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'il y a des limites. Ce n'est pas tous les projets qui vont pouvoir aller partout parce qu'il y a des débouchés qui sont inexistants, dépendamment de la région dans laquelle vous êtes. Des fois, on se ramasse dans un terrain qui est trop petit, qui ne nous permet pas d'agrandir ou de déménager. Donc, à un moment donné, il y a une limite à agrandir par en dedans. Problème de main-d'œuvre, il y a beaucoup de pistes d'optimisation qui sont finançables, mais qui, au final, vont demander plus de ressources. Donc, ça va faire en sorte qu'il peut y avoir des défis à ce niveau-là et ça peut engendrer des coûts de gestion. Donc, c'est sûr que ça a des limites, mais l'idée, c'est de trouver des idées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des mesures spécifiques au bois. Là, j'arrive avec des exemples concrets pour avoir une aide financière dans le volet 1 et 2. Il faut des mesures spécifiques au bois dans votre écocentre, peu importe le projet que vous avez. Donc, exemple, l'achat d'équipements pour bonifier le trait à la source du bois ou pour le conditionner. Il faut juste garder en tête que si vous conditionnez du bois, il faut regarder la conformité réglementaire de vos installations. Mais dans tous les cas, ce que le programme veut et ce que la stratégie de valorisation de la matière organique veut, c'est qu'il y a des catégories de bois. Si vous pouvez améliorer le tri à la source, c'est une mesure qui pourrait être retenue. Donc, on le sait, il y a 3 catégories de bois. Il y a le bois dit qualité 1, donc c'est vraiment tout ce qui est non peint, non traité, du bois d'œuvre, du beau bois de construction. Le Q2, bien, là, on se ramasse dans du pain, de la mélamine, des panneaux particules, du contreplaqué, etc., le plywood qu'on connaît tous. Et le Q3, c'est le bois traité. Dans les écocentres au Québec, on peut accepter du bois traité résidentiel seulement à une certaine limite, mais
l'idée, c'est d'améliorer la qualité du tri du bois. Donc, l'effort minimal, c'est de séparer le bois du CRD mixte. Souvent, dans les écocentres de plus petite taille, on n'a pas de la place pour mettre tout plein de conteneurs où on se ramasse à avoir un conteneur de résidus de construction, rénovation, démolition qui s'en va au centre de tri. Bing bang, on n'en parle plus. Bon, bien, une des mesures, c'est que si on peut ségréguer le bois, ça, c'est le minimum. Là. Quand tu sors le bois, bien, ça va, faciliter le travail du centre de tri et ça va être une mesure admissible. Idéalement, ça serait de séparer le bois, séparer ER, j'ai fait une erreur, le bois par catégorie. Quand je suis allée visiter l'écocentre en Abitibi, il y avait 3 conteneurs de bois, puis séparer le bois. Donc ça, c'est sûr que ça demande un accompagnement de citoyens. Il faut qu'il y ait une très bonne surveillance. Là, je parlais du bois parce que c'était une exigence du programme de subvention, mais l'idée d'optimiser le trait à la source, en général, c'est vraiment une très bonne mesure d'optimisation. Premièrement, ça vous donne probablement un prix plus avantageux quand vous négociez avec votre centre de tri. Si les matières problématiques sont séparées, ça ne va qu'améliorer la qualité du tri au centre de tri. Si on sépare aussi de belle façon, puis qu'il y a un recycleur qui n'est pas trop loin, on peut aller directement vers le recycleur au lieu de passer par le centre de tri. C'est sûr, comme je disais tantôt, ça demande vraiment un encadrement, là, mais un encadrement, là, parce que des fois, le citoyen va arriver, on lui dit de le mettre à droite, il te regarde dans les yeux, puis il va le mettre à gauche. Fait qu'il faut vraiment être là, présent, puis les accompagner, et ça demande plus d'espace. Donc, l'effort minimal, comme pour optimiser le trait à la source, c'est de trier ce qu'on appelle les matières les plus problématiques, le bardeau, le gypse. Donc, le bardeau, ça se défait et ça peut contaminer toute la chaîne de tri. Il y a un enjeu à ce niveau-là. Puis le gypse aussi. Fait que c'est sûr que les centres de tri préfèrent que ce soit séparé. Et le bois, bien, parce qu'on veut améliorer la qualité du tri du bois. Effort idéal, quand on a les moyens, c'est de faire un tri, le plus de tri à la source. Écocentre de Saint-Jérôme, écocentre de Granby, plusieurs écocentres aussi à Montréal. On a de la place, puis on a 10, 12 conteneurs, ça nous permet de faire un super tri. Ça, c'est sûr, c'est une mesure d'optimisation. Une autre mesure que je vais vous parler, c'est le réemploi. C'est la tendance du moment et ça cadre avec plusieurs programmes de financement de Recyc Québec. Donc, il faut absolument que ça cadre aussi avec l'objet de ce webinaire-là. L'idée, c'est de respecter la hiérarchie aussi des 3 RV et de diminuer l'enfouissement de toutes ces matières qui ne sont pas visées par les collectes municipales. Et tout ce qui est le réemploi, c'est que pendant longtemps, les encombrants ont été collectés à même la collecte des déchets dans des camions compacteurs. Et puis finalement, on pouvait laisser des super beaux meubles se ramasser à l'enfouissement. Donc, un exemple de projet que l'on voit un peu partout qui serait applicable, c'est qu'on reçoit les matières, il y a tout un système de gestion. Est-ce qu'on fait de la collecte sur appel? Est-ce qu'on fait un apport volontaire à l'écocentre? Dans tous les cas, il y a une forme de réception des matières. On évalue l'état. Est-ce que c'est réutilisable pour faire une vente ou un don, dépendamment du programme en place? Si oui, on peut le faire tel quel. Sinon, il pourrait y avoir une petite réparation, un petit peu d'amour, une peinture, changement de poignée, puis on fait une certaine réutilisation. Et là, ça peut être fait via des ateliers de travail, des entreprises d'économie sociale. Il y a tout un système à développer, mais c'est d'accentuer le réemploi. Et si vraiment, en bout de ligne, on ne peut vraiment pas le réutiliser ou le réparer, on peut le démanteler pour aller chercher les matières recyclables et s'assurer que ce soit recyclé et non éliminé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est en effervescence. Tout le monde veut faire ça. Et là, je parle des encombrants et des meubles, mais ça peut aussi être des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Donc, des pièces, des ornementations patrimoniales, des portes, des fenêtres. Donc, il y a tout ça. Donc, l'effort minimal comme mesure d'optimisation qui serait possible, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un point de dépôt à l'écocentre, à l'abri des intempéries, on s'entend, pour faire un don, par exemple, à l'entraide diabétique ou Interaction Travail. Là, je donne des exemples d'organisations
qui sont justement des OBNL qui ramassent ces matières-là. Donc, il peut y avoir des ententes, puis juste un bâtiment tout simple, un petit dôme, une tente, whatever. Question d'éviter que ça aille à l'enfouissement. L'effort idéal, ben là, c'est qu'on ait quelque chose de vraiment structuré avec du réemploi, la réparation, le démantèlement, un point de vente peut-être en ville. Donc, c'est sky is the limit. Ça dépend toujours des ressources. Donc, les projets peuvent prendre une certaine ampleur. Il faut accepter plus de matière. Ça, c'est une autre piste d'optimisation. Donc, se permettre d'accepter plus de matière non visée, question de les enlever de l'enfouissement et de la collecte. On peut vraiment regarder ce qui se passe au niveau des organismes locaux. Là, je parlais tantôt des meubles, des CRD, mais il y a les vélos, il y a les textiles. Il faut vraiment regarder ce qui se passe dans le coin. Il y a d'autres matières aussi, comme le polystyrène, le styromousse, Éco-Capitation, qui est en fait qui est le groupe Gagnon. Ils ont des tentacules partout. Là. Il y en a à Gatineau, dans les Laurentides. Eux, ils ont vraiment développé tout ce qui est collecte des polystyrènes dans les écocentres. Donc, ça, c'est une nouvelle matière qui pourrait être ajoutée. Arbre-essence, on voit ça dans plein de municipalités aussi, où on accepte le cèdre pour faire des huiles essentielles. À Granby, ils prennent le bois des branches puis ils font du paillis qu'ils vont redonner aux citoyens. Il y a Renault Jouets qui vont faire du réemploi, mais aussi du recyclage de jouets usagés. Il y a les matelas et tout ce qui est rembourré. Donc, tu peux aller chez Mat Canada, Recycle Matelas ou d'autres. L'idée, là, c'est que plus tu acceptes de matière et que tu fais de la ségrégation, c'est que tu crées un gisement. Et là, l'idée, c'est tous les programmes de financement que je vous ai parlé tantôt, c'est justement pour ça, ces matières-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre coin? Supposons qu'on est à 500 km de Mat Canada. Qu'est-ce qu'on peut faire pour recycler les matelas et les meubles rembourrés, par exemple? Fait que ça, c'est vraiment un exemple de projet qui peut être fait. Et plus concrètement, j'ai réfléchi à ce qui pourrait être fait, c'est que à l'éco-centre, on reçoive, par exemple, des meubles rembourrés, des matelas. On les entrepose à l'abri des intempéries, évidemment. Puis après ça, on se lance dans du démantèlement, avec un partenaire ou pas. L'idée, c'est pas chinois, c'est toutes les mêmes matières. Du bois, du métal, de la mousse, du tissu. Donc, il y a beaucoup de matières potentiellement recyclables et on pourrait les... ensuite, on fait le recyclage de ces matières-là. Puis là, on cherche c'est quoi les débouchés locaux. Est-ce qu'on peut faire des projets à plus petite échelle pour diminuer le transport? Fait que c'est tout ça un peu que Recycle Québec veut encourager avec ses différents programmes de financement. Ça, c'est un exemple qui pourrait fitter dans le projet de l'appel de proposition, le premier que je vous ai présenté. Donc, ça, c'était ma petite présentation. Il fallait que j'aille jusqu'à 35. Mon Dieu, 33. Fantastique. Je vais prendre les questions. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai Charles Leclerc de Réseau, qui est coordonnateur technique, qui est mon helper au niveau des questions. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend bien, Sandra? Oui, ça va bien. Ben oui, super. Merci pour ta présentation. C'était super intéressant. On a quelques questions, puis en même temps qu'on répond aux questions, là, on invite tout le monde à continuer à poser vos questions dans les questions-réponses. On a vu qu'il y en a eu plusieurs qui sont arrivés après la présentation de M. Côté, là, donc on va faire la même chose. Pour commencer, concernant le bois, il y a M. Lheureux qui se demandait comment on traite les bois d'ingénierie qui contiennent des cols, des formaldéhydes. Ils tomberaient dans quelle catégorie des trois catégories que tu as présentées? On pense à du MDF, des faux planchers, des dessus de comptoir, ce genre de matériaux-là. C'est ce qu'on appelle le Q2. C'est de la qualité 2. C'est généralement le bois qui va en valorisation énergétique. Fait que c'est bon de le ségréguer. Donc, c'est ce qu'on appelle le Q2. Là. C'est pas... il faut que ça aille une force de... On ne peut pas faire du paillis avec ça puis l'envoyer faire chauffer des serres. Il faut un niveau de force des chaudières thermiques pour détruire justement les formaldéhydes et les contaminants comme ça. Puis, pour faire un petit pouce là-dessus, une des mesures d'optimisation possibles pour un écocentre, par exemple, c'est d'accepter justement des matières provenant des industries. On sait qu'il y a des symbioses, puis il y a toutes sortes de synergies qui s'impliquent, mais peut-être qu'il y a un résidu justement de bois, un beau gisement propre qui pourrait, qui demande un effort à la compagnie pour le traiter ou quoi que ce soit, ou qui s'en va à l'élimination, mais il pourrait peut-être aller à l'écocentre. C'est bon de regarder les ICI autour de l'écocentre si
l'idée, c'est de diminuer l'enfouissement. Si on a les moyens, les ressources pour le faire, on peut charger des frais aussi, évidemment, parce que c'est plus de matière. Ça peut embourber l'éco-centre. Super, merci. Il y a une autre question qui demandait, est-ce que tu connaîtrais des exemples d'entreprises qui recyclent le bois, puis ce qu'ils font en fait, là, tu as parlé de valorisation énergétique déjà, est-ce que pour les autres catégories, on a des exemples déjà d'entreprises qui font des choses au Québec, puis dans quelle région ça pourrait être? Bien, en fait, il y a plein de petits projets à petite échelle que je ne peux pas nommer. C'est sûr qu'au niveau des centres de tri de CRD, quand eux font le tri du bois, tu sais, à l'éco-centre, on fait le tri du bois. Le plus facile, on s'entend pour un gestionnaire, c'est d'envoyer ça dans un centre de tri qui va s'occuper de justement le conditionner, parce que pour optimiser le transport, il conditionne, il fait des copeaux, puis après ça, il va les vendre. Donc, c'est sûr que, par exemple, Tafisa, tous ceux qui font des armoires de cuisine, eux, ils vont prendre la catégorie Q1. Okay? Ils sont capables dans leur mélange, ils ont des recettes, ils ont les autorisations pour prendre ce bois-là. Et là, on peut faire justement, il y a à partir de matériaux recyclés, des panneaux particules ou tout ce qui est armoire de cuisine, des choses comme ça. Pour la valorisation énergétique, c'est que quand il y a des contaminants un peu trop, la qualité n'est pas là, il faut quand même un niveau de qualité, sinon ils ne prendront pas non plus en valorisation énergétique. Mais les Kruger, Domtar de ce monde prennent ce bois-là. Mais il y a quand même un enjeu de débouché présentement au Québec au niveau du bois. Et il y a beaucoup de limitations parce qu'il y a beaucoup de bois de CRD, il y a beaucoup de demandes de chauffage, mais ce n'est souvent pas des chaudières assez fortes pour gérer ces matières-là. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie de valorisation des matières, de la valorisation des matières organiques du ministère, il y a plein d'actions aussi pour trouver d'autres débouchés aussi pour le bois, pour aider l'industrie du bois usagé, on va dire. OK, super, merci beaucoup. Après ça, on avait peut-être une question concernant le styromousse. On se demandait quelles entreprises recyclent le styromousse. Il y a une question aussi sur les polyuréthanes, mais j'essaie de faire comme une question avec tout ça, là. Puis, il y avait un commentaire aussi de quelqu'un qui disait qu'il n'était plus nécessairement avec Groupe Gagnon puis qui avait changé. Quelles sont un peu les entreprises puis les débouchés potentiels pour le styromousse, donc le polystyrène puis le polyuréthane aussi. Donc, ouais. Je connais moins au niveau du polyuréthane. Je sais que, par exemple, Mat Canada puis Recycle Matelas ont le débouché. Puis peut-être aussi, c'est de voir les débouchés proches, s'il y a des recycleurs qui prennent ce type de matière. C'est sûr que moi, de mon côté, personnellement, dans les écocentres que j'ai visités, au niveau des styromousses, c'était Éco-Captation Groupe Gagnon. C'est vraiment eux qui ont un gisement spécifique pour les écocentres. Ils séparent ça en 3 catégories. C'est ceux que je connais le mieux. Il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas. Fait que je ne peux pas me prononcer là-dessus. OK, parfait. J'avais une petite question aussi. Tu as parlé de démantèlement. Je trouvais ça intéressant. Je me demandais si tu avais vu au Québec ou ailleurs des exemples concrets de démantèlement. Puis si oui, quel type de matière, disons, assemblée était visée? On parlait d'encombrants peut-être. Est-ce qu'on ciblait certains types parce qu'on savait qu'on avait des débouchés pour les matières qui découlaient de ce démantèlement-là? Pourrais-tu nous donner des exemples concrets? Oui, bien en fait, il y a à l'écocentre de Granby, quand je l'ai visité, il y avait aménagé des ateliers de démantèlement. Donc, dans le bâtiment, c'était vraiment nice. Là. Il y avait tous les outils. Puis, il y avait une équipe qui, justement, démantelait les cailles de chauffage, des choses comme ça, pour aller chercher le métal. Donc, c'est sûr que l'enjeu avec le démantèlement, c'est que tu as besoin de bras et d'expertise. Puis ça coûte cher. Donc, quand je parlais tantôt d'efforts coût-bénéfice, c'est là que le bas blesse. Donc, il y a beaucoup de démantèlement qui se fait quand on a une ressource genre étudiante, atelier de travail, je parle de table de travail, économie, les entreprises en économie sociale. Tu sais, c'est ce genre d'éléments-là que ça peut être du bénévolat, un club qui s'en vient tous les vendredis, go, on défait les trucs. L'idée, c'est qu'on peut démanteler pour mettre dans les bonnes cases de l'éco-centre, aller chercher le bois, le métal. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un débouché spécifique, c'est juste au lieu de mettre le truc tout pêle-mêle, on le sépare dans les bonnes catégories de matière.
Fait qu'il y a des exemples qui se fait, je sais qu'il y en a des ateliers à Manicouagan, la régie de la Manicouagan. Ils ont un beau petit truc de réemploi. Puis ils ont un volet artistique aussi, c'est qu'il y a des artistes qui vont créer des nouvelles choses avec les matières reçues de l'éco-centre. Fait qu'ils ont comme une petite boutique. Il y a vraiment plein de beaux exemples partout au Québec. Mais il faut faire rayonner ça parce que c'est vers là qu'on s'en va. Wow, OK, c'est super intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Mais merci pour ta présentation. Là, le temps file, puis je ne veux pas faire dérailler ton webinaire. Il y a plusieurs autres questions là, qu'on n'a pas eu la chance de répondre. Donc, je vais t'inviter à les répondre par écrit pendant que tu présentes la prochain conférencier. Excellent. Donc, je vais laisser la parole à Marc-André Busque, qui est directeur du développement de marché de 4e bac. Donc, je vais faire cette petite présentation. Donc, il a complété un bac en administration des affaires à l'UQAM et il a travaillé pendant 7 années dans le monde industriel et manufacturier, notamment au niveau de l'amélioration de processus et de logistique d'approvisionnement. Il a ensuite travaillé pour une autre entreprise, tout ce qui touchait là, des systèmes de gestion d'inventaire, réduction de consommation, traçabilité des équipements dans la chaîne de production. Il a travaillé pour une firme de biotechnologie québécoise qui a justement soulevé son intérêt pour les technologies vertes. Et il a complété tout récemment un MBA exécutif à l'Université de Laval. Alors, Marc-André s'est joint à l'équipe du 4e bac en début d'année et donc a été très stimulé par justement le caractère innovant de ce qu'il va justement vous présenter. Alors, Marc-André, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sandra. C'est super apprécié pour la présentation. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier le Réseau Environnement pour l'organisation du webinaire, ainsi que Sandra pour l'animation et Carl pour sa présentation sur le défi dans les communautés nordiques. Tel que Sandra l'a mentionné, le sujet du webinaire est d'autant plus pertinent que plusieurs instances gouvernementales, municipales et MRC adoptent des stratégies zéro déchet qui s'accompagnent de mesures concrètes. On peut penser au Conseil canadien des ministres de l'Environnement et de son plan d'action publié en 2019, à la Ville de Montréal avec sa stratégie du plan directeur de gestion des matières résiduelles zéro déchet, ainsi qu'à plusieurs autres initiatives qu'on peut voir dans le secteur privé, industriel et manufacturier du Québec qui suit toujours la hiérarchie des 3 RDE. De notre côté, au 4e bac, nous travaillons depuis plusieurs mois sur un concept qui vise spécifiquement les matières non visées par la collecte municipale. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter, pas nécessairement le 4e bac, mais vraiment le portrait sommaire qu'on a dressé de la situation avec des exemples à l'appui. Je vais partager mon écran, juste me confirmer si vous êtes en mesure de le voir. Parfait, merci. Donc, attendez, je vais déplacer ça ici. Donc, avant toute chose, le 4e bac, en bref, en quelques mots, là, nous sommes une start-up environnementale qui développe des solutions de proximité pour les matières qui ne sont pas acceptées dans les 3 bacs de la collecte municipale. À la base, on s'était vraiment concentré sur les produits qui étaient couverts par la REP, mais au fil de nos différentes rencontres avec différents acteurs de l'industrie, on a vraiment élargi nos horizons en y ajoutant d'autres produits et également des initiatives d'économie circulaire. En gros, le 4e bac, c'est l'initiative qui conçoit, qui aménage, qui gère des zones de récupération abordables et de proximité pour les résidus domestiques refusés dans les 3 autres bacs. Notre mission, c'est vraiment de devenir la référence dans l'aménagement de ces zones de récupération des matières non acceptées. C'est un concept qui n'existe pas encore au Québec, ni même à l'échelle du Canada. Donc, nous, on veut vraiment se positionner comme les innovateurs dans ce milieu-là. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, on va parler un petit peu des matières qui sont visées par cette présentation. On ne rentrera pas vraiment en détail dans le traitement des matières, mais vraiment juste les détailler un petit peu. On va regarder les points de dépôt pour les produits REP et autres au Québec. Quelle est l'offre actuelle? On va définir ensemble quel est le défi auquel on fait face, puis qui nous attend également dans le futur, là, comme on l'a mentionné déjà dans le webinaire, là, on s'en va de plus en plus vers une stratégie zéro déchet. Donc, il y a des défis qui viennent avec ça. On va regarder un cas de Returnit en Colombie-Britannique qui ont un super beau modèle d'affaires également. Eux autres visent principalement la consigne, mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui se fait un petit peu ailleurs. Puis, on va présenter quelques concepts du 4e bac qui pourraient répondre à certains défis problématiques. Donc,
Les matières visées par cette présentation, très largement, c'est tous les produits qu'on peut trier à la source à la maison et qui ont un potentiel de réemploi, de recyclage ou de valorisation. Bien évidemment, comme on l'a mentionné, on avait spécifiquement visé là, les produits qui sont visés par la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc, vous les connaissez déjà, ces produits-là. Là, on n'apprend rien de nouveau. Là. Donc, la peinture, les lampes au mercure, les piles et batteries, les produits électroniques, l'huile moteur et antigel, ainsi que tout récemment, les gros électroniques. Pour ce qui est des autres produits et des potentiels d'économie circulaire, on peut penser à plusieurs produits souvent qu'on a à la maison et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Tout d'abord, les outils électriques, comme l'a mentionné Sandra, moi je viens du monde manufacturier et industriel. Donc, j'ai vu beaucoup d'outils électriques là, qui étaient souvent, peut-être pas en fin de vie, mais qui n'étaient peut-être pas en état A1, si on veut, qui se retrouvaient à l'enfouissement. La raison est très simple. Là, souvent, ça va coûter plus cher et c'est trop de logistique pour envoyer des appareils en réparation et les retourner à ces entreprises-là. Donc, il y a quand même un gros potentiel de gisement à ce niveau-là. Par la suite, les petits électroménagers, on le voit là, à chacune des collectes de déchets, là, on voit beaucoup de petits électroménagers là, qui traînent sur le bord du chemin. Les meubles en bois, les textiles et les vêtements bien connus, les dosettes de café, des équipements de sport. Je pense qu'on a tous des équipements de sport à la maison qu'on ne sert plus et qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ou les rapporter. Et le polystyrène, on en a parlé. Ce qui est intéressant avec le polystyrène, et là où il y a vraiment de la valeur, c'est lorsqu'il trie à la source. Donc, c'est tous des produits qui sont intéressants pour nous et pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, les points de dépôt au Québec. Quelles sont les options vraiment pour se départir de cette matière-là qu'on a démontré dans les slides précédentes? On a fait un petit tableau de positionnement de notre côté au quatrième bac. Au niveau du positionnement, ce qu'on voit, c'est une carte de positionnement sur deux axes. Sur l'axe horizontal, c'est vraiment le nombre de produits qui sont visés. Et sur l'axe vertical, c'est vraiment la proximité des citoyens et ou la facilité d'accès. Et c'est une des raisons principales pourquoi on a vraiment placé les écocentres ici en bas à droite. Donc, en termes de nombre de produits qui sont visés, c'est vraiment le nec plus ultra, là, si on veut, les écocentres. Mais en termes de proximité des citoyens et de facilité d'accès, c'est souvent un défi qu'on peut observer dans plusieurs villes, municipalités ou MRC. Également, on voit qu'il y a de plus en plus de collectes ponctuelles ou des écocentres mobiles qui se mettent en place là, dans différentes MRC, villes et municipalités, avec somme toute beaucoup de succès, là, comme on peut voir dans les récents articles de journaux qui sont sortis. Par la suite, on a les organismes de réemploi. Souvent, on peut apporter 2 ou 3 types de matières différentes à ces organismes-là pour le réemploi. Il y a des programmes privés de Canadian Tire. Il y a Renault également qui récupère 4 matières différentes. On a des bureaux en gros et on a une panoplie de points de dépôt individuels. Ce qu'on peut voir vraiment dans cette carte de positionnement-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres présentement au Québec qui acceptent plusieurs types de matières. C'est très rare. Et c'est un petit peu aussi à la base de notre concept du quatrième bac. Là où nous, on voulait se positionner, c'était vraiment une offre aux citoyens qui était de proximité, qui était facile d'accès, mais également là, qui visait un maximum de produits. Tout ça sous un même toit, sous un même site. Lorsqu'on analyse vraiment la situation au Québec et on se demande quels sont les points de dépôt qui acceptent plusieurs matières, où j'ai un seul déplacement à faire pour aller porter toutes mes matières à la maison, c'est difficile de trouver une réponse parfois. Au niveau du défi, si on avait à le définir vraiment, nous, de notre côté, là, on a choisi de définir ce défi-là sous 4 grands axes principaux. Donc, le premier, c'est l'accessibilité. Donc, il y a une grande disparité qu'on peut observer entre les différentes municipalités, villes et MRC. Il y a beaucoup d'achalandage dans les écocentres actuels. C'est un beau défi. Les écocentres sont un peu victimes de leur succès. Par la suite, évidemment, là, on parle de produits, on a parlé de produits REP, dont certains RDD. Donc, la manipulation puis l'entreposage de ces RDD-là, ça peut constituer un risque majeur et ça requiert quand même une expertise et une formation continue auprès des employés.
Par la suite, dépôt sauvage. On n'a pas beaucoup parlé, je crois, dans le webinaire, mais c'est quand même une problématique qui revient souvent. De notre côté, au niveau du 4e bac, on a eu jusqu'à là une vingtaine de discussions, présentations avec les différentes MRC, villes et municipalités, et c'est un point qui revient toujours. Je pense que c'est un défi dans toutes les villes au Québec, là, la question des dépôts sauvages. Peut-être des fois, c'est parce qu'il n'y a pas de point à proximité. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais ça reste quand même un pilier important au niveau du défi. Puis, ben, ultimement, là, c'est de la confusion. Il y a des points de dépôt différents d'un RDD et DTIC à l'autre. Puis, ben, chaque municipalité a des stratégies différentes en ce qui a trait à la collecte de ces produits-là. Par la suite, on a également on a sorti 2 statistiques qui étaient super intéressantes, gracieuseté de nos amis chez Chamard. La première statistique que nous, on trouvait super intéressante, c'est que malgré que les RDD et les TC, ça représente seulement entre 2 et 6 de la matière qui est rapportée dans les écocentres, c'est de 20 à 30 des visites qui sont imputables à ces RDD et ces TIC-là. Donc, c'est une statistique vraiment qu'on utilise afin d'illustrer le défi qui nous attend. C'est certain qu'il est difficile d'avoir des données exactes en termes de quantité, de la façon que c'est calculé d'un écocentre à l'autre. Des fois, ça peut différer un petit peu. Mais ce qui est avant tout frappant, c'est vraiment le pourcentage de visites qui sont attribuées aux RDD et TIC. Je pense que c'est des signaux forts dans le domaine environnemental auxquels qu'il faut adresser si vraiment on veut améliorer. Par la suite, une autre statistique qui est super intéressante, encore une fois, gracieuseté de nos amis chez Chamard. Chamard a effectué plusieurs études au cours des dernières années en termes d'achalandage des écocentres, d'optimisation, et on assiste vraiment à une chute drastique des taux d'achalandage des écocentres pour les zones où le temps de déplacement dépasse le 10 minutes, 15 minutes en zone rurale. Mais vraiment, là, si on veut extrapoler un petit peu sur cette statistique-là, ce qu'on se rend compte, c'est que il faut offrir aux citoyens des points de dépôt de proximité ou du moins qui sont sur leur route normale, si on veut, pour aller au travail ou pour aller faire les emplettes. C'est vraiment un aspect qui est super important. Justement, dans les zones qui sont moins bien desservies, c'est vraiment là qu'on voit les taux d'achalandage qui diminuent au niveau des écocentres. Par la suite, une petite étude de cas très rapide là, au niveau de Returnit en Colombie-Britannique. Je trouvais ça très intéressant de vous le présenter aujourd'hui. Returnit, en réalité, c'est le brand, si on veut, sous Ancorp Canada, qui est une société à but non lucratif, qui est spécialisée dans la gestion des produits. Puis l'activité principale, là, c'est vraiment les contenants de boissons. Leur mandat, c'est de développer, gérer et améliorer des systèmes de récupération des emballages usagés et des produits en fin de vie auprès des consommateurs. Historique rapide, là, ça a été fondé en 1994 et à la base, ça visait uniquement les contenants de boissons gazeuses. Par la suite, en 1998, il y a eu l'élargissement de la consigne à Colombie-Britannique et ils ont commencé à accepter tout ce qui était les contenants d'eau, de jus et d'alcool. En 2006, Returnit devient le point de dépôt officiel pour les contenants de lait. Également devient un point de dépôt pour les électroniques. En 2009, Returnit devient un point de dépôt pour les vêtements et les textiles. Au final, aujourd'hui, c'est 175 points de dépôt qui sont majoritairement à proximité des milieux de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré que Returnit, ça reste quand même une société à but non lucratif, chaque point de dépôt est vraiment opéré par à défaut d'avoir un meilleur mot, là, un franchiseur, un opérateur qui opère le site. Et lui, c'est vraiment dans le domaine privé qui opère ce site-là. Donc, chacun des dépôts a avantage à offrir un service impeccable au niveau du citoyen, à miser sur l'innovation et à trouver des meilleurs processus également opérationnels pour la gestion de ces points de dépôt-là. Donc, c'est un modèle d'affaires. C'est sûr que ça touche la consigne, ça ne touche pas vraiment les produits qu'on discute aujourd'hui, mais c'est quand même un modèle qui est intéressant d'étudier parce que, principalement au niveau des points de dépôt, qui sont vraiment différents d'une municipalité ou d'une ville à l'autre, comme on peut le voir ici, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est adaptatif.
Donc, comme on peut le voir ici, on a 3 points de dépôt plus classiques et tout récemment, le point de dépôt Returnit Express. Donc, c'est un libre service. Le citoyen se présente et vient déposer ses bouteilles consignées directement dans ces points de dépôt-là. Et par la suite, c'est récupéré par Returnit et c'est comptabilisé. Chacun des citoyens a son propre login, si on veut, sur l'application. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de coller une étiquette sur le sac, dépose son sac et 5 jours plus tard, il reçoit le crédit sur son compte. Il peut décider de recevoir un chèque ou d'avoir un virement dans son compte ou de donner l'argent récupéré à des organismes de charité. Encore une fois, des différents points de dépôt Returnit, plus à l'intérieur de ces différents points de dépôt. Donc, on voit que ça reste quand même des zones de récupération qui sont si on veut, user-friendly et qui sont esthétiques quand même, qui ça facilite vraiment des comportements de récupération auprès des citoyens. La prochaine slide, c'est un petit vidéo que je vais vous présenter justement sur les points de dépôt Returnit Express. Je vais tenter de mettre les sous-titres. Ça ne sera pas bien long. Oh! On va mettre les sous-titres en anglais. C'est la seule option que j'ai. Oh! Peut-être pas en mesure d'entendre mon son, hein, du vidéo. Non? C'est pas bien grave avec les sous-titres, on va être en mesure quand même de comprendre le contenu. Marc-André, je propose que tu lises et que tu fasses une voix différente pour chaque personne. Je peux le traduire en direct, ça serait drôle. Donc, ce qu'on voit principalement, là, le point de dépôt Returnit Express, c'est un petit peu comme le 4e bac inspiré du conteneur maritime. Ça reste des points de dépôt, encore une fois, là, comme on voit ici dans le conteneur, c'est situé dans le stationnement. Je crois que lui, c'est un stationnement d'une épicerie. C'est un espace qui était gaspillé, qui n'était pas utilisé. Donc, eux, ils en ont profité, ils ont mis un point de dépôt Returnit Express. Et comme on voit là, au niveau du citoyen, c'est très simple. Là. On n'a même pas besoin de trier les différents contenants. On met ça dans un sac, on colle l'étiquette et on dépose directement au point de dépôt. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'a vraiment frappé avec le Returnit, c'est l'aspect user-friendly, si on veut, à défaut d'avoir un meilleur mot en français, là, désolé. Et ça reste également des zones qui sont à proximité des milieux de vie, comme on l'a mentionné. Juste pour ton information, Marc-André, il te reste peut-être 3 minutes. Oui, on devrait être correct. On devrait être correct. OK. Au niveau du temps. Merci, Sandra. Parfait. Donc, par la suite, on a quelques concepts du 4e bac à vous présenter. C'est juste un petit peu à titre d'inspiration, on a eu différentes présentations. D'ailleurs, il y avait une question au niveau de la présentation de Carl. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre les différentes REP ensemble pour des points de collecte? Donc, nous, le 4e bac, vraiment, on s'est penché vraiment sur plusieurs concepts. Encore une fois, voici le premier concept qu'on a à vous présenter. C'est un concept qu'on a affectueusement appelé le minimaliste. En termes d'espace, c'est 552 pieds carrés. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du 4e bac, là, il est vraiment important de spécifier qu'il s'agit des points de dépôt qui sont complémentaires au réseau d'éco-centres actuel conceptualisé avec des conteneurs maritimes. Pourquoi les conteneurs maritimes? Parce que c'est des structures qui sont facilement modifiables, qui sont peu coûteuses, qui sont réutilisables et qui sont faciles d'entretien. Le minimalisme, le concept qu'on voit maintenant, c'est vise spécifiquement les RDD, les petits TIC dans des régions qui sont éloignées de leur éco-centre. Au fil des discussions que nous avons eues, nous avons vraiment réalisé que plusieurs MRC et les municipalités se trouvent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de l'éco-centre, ce qui se reflète vraiment dans les taux d'achalandage plus faibles comparativement à la ville hôtesse dans laquelle l'éco-centre est situé.
Par la suite, un autre petit concept, le compact, on parle de 1100 pieds carrés. Ça accepte les produits qu'on voit qui sont détaillés ici. C'est notre deuxième concept, le compact qu'on a développé. Par la suite, on a le concept original du quatrième bac. C'est à peu près 2000 pieds carrés. Comme tous les autres concepts du quatrième bac, l'original est indépendant au niveau énergétique à travers les panneaux solaires qu'on peut voir ici. La principale différence entre le compact et l'original, c'est vraiment la capacité de stockage qui a augmenté. Dans un concept comme celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accueillir entre 20 et 40 000 visites par année, des visites uniques. Donc, la zone de dépôt est située sous la structure de bois qu'on peut voir ici. Le parcours citoyen typique, le citoyen se présente, dépose ses RDD, ses TIC et ses autres produits sur la table de tri ou dans l'espace. Et après ça, c'est un employé sur le site qui s'occupe de toute la manutention et de l'organisation du site pour justement optimiser l'efficience opérationnelle du quatrième bac. Par la suite, le dernier modèle qu'on a à vous présenter, là, je sais qu'il est rendu midi et une, mais c'est un concept qu'on trouvait super intéressant. C'est celui qu'on appelle le circulaire. C'est dans une optique où nous croyons que le quatrième bac, ça peut vraiment devenir une plaque tournante, non seulement au niveau environnemental, mais également au niveau de l'économie circulaire. Ce modèle a été conçu pour accueillir les citoyens et ainsi ajouter le volet communautaire au projet. Donc, comme on peut le voir ici, le quatrième bac, c'est 2800 pieds carrés, mais ça a une capacité de matière qui est grandement augmentée versus les autres concepts. Et on voit également un autre conteneur ici, 40 pieds, qui a été superposé pour vraiment créer un deuxième étage, si on veut, au quatrième bac, avec des toits verts. Et le conteneur qui est ici, c'est uniquement destiné au réemploi, que ce soit les outils électriques ou d'autres produits qu'on a à la maison et qu'on aimerait faire le réemploi. Ce qu'on vraiment, là, avec le modèle circulaire, on veut vraiment faire la promotion, oui, du recyclage, mais principalement de l'économie circulaire en créant une zone qui est attrayante et qui est esthétique et encore une fois de proximité au niveau des citoyens. Donc, en conclusion, le défi principal des matières non visées par la collecte municipale, c'est d'offrir des points de dépôt accessibles, pratiques et conviviaux aux Québécois pour éviter que cette matière ne se retrouve à l'enfouissement. Si vous êtes intéressé de voir les futurs développements du quatrième bac, suivez-nous sur notre page LinkedIn qu'on a récemment lancée. On va mettre à jour là, tous les développements du quatrième bac. Et n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn, ça va me faire plaisir de vous ajouter à mon réseau. Je ne sais pas s'il y a des questions. Attendez, je vais essayer de... il y a deux questions qui peuvent peut-être être répondues rapidement. Là. Ouais. Le minimaliste et le compact, est-ce qu'il nécessite un employé? Non. Parfait. Moi, le compact, personnellement, je mettrais un employé, mais ce n'est pas obligatoire, non. OK. Puis, au niveau du zonage, est-ce qu'il y a des contraintes résidentielles versus zonage industriel? Je suppose que ça doit dépendre de chaque municipalité. Oui, oui, puis c'est une question qui revient souvent lorsqu'on a des discussions avec les différentes municipalités, villes et MRC. Au niveau du zonage en termes de conteneurs, il y a beaucoup de municipalités justement qui ont des règlements sur les conteneurs, mais de plus en plus, dans plusieurs municipalités du Québec, on voit justement apparaître des conteneurs dans des zones résidentielles. C'est souvent des projets qui s'amènent mieux lorsqu'il est question d'économie circulaire, lorsqu'on ajoute justement tout le volet d'économie circulaire. Une des grandes craintes là, au niveau municipal, de ce que j'ai compris des départements d'urbanisme, c'est que le conteneur soit un peu laissé pour compte. Des fois, ça peut ramasser la rouille, les graffitis, des trucs comme ça. Mais lorsqu'il est question d'espace qu'on veut garder esthétique, ça ne devrait pas être un frein là, au niveau du développement du quatrième bac. Et il y a quelques municipalités qui nous ont apporté des super bonnes idées. On pourrait également inclure un aspect, si on veut, culturel avec le quatrième bac, en invitant des artistes locaux à peinturer les quatrièmes bacs. Donc, nous, notre vision, si on veut, à court et moyen terme, c'est d'avoir plusieurs quatrièmes bacs installés dans différentes municipalités et chaque
quatrième bac serait différent au niveau du look et ça serait vraiment des artistes locaux qui s'occuperaient de maquiller, si on veut, de peinturer nos quatrième bacs. Donc, ça deviendrait non seulement une plaque tournante en termes environnementaux et communautaires, mais également au niveau artistique. Donc, en ayant des projets comme ça qui sont porteurs, c'est certain que ça va être beaucoup plus facile de faire accepter des conteneurs là, dans des zones soit commerciales ou résidentielles. Ah, c'est une super bonne idée. Parfait. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Oui, attendez, il faut juste que je retrouve. Juste faire le petit mot de conclusion. Oui. Je suis capable de faire ça. Attendez. Oh. C'est vraiment... Merci. Super. Merci. Fait que dans le fond, voilà, c'est terminé. Merci beaucoup de votre participation, de vos questions. Comme ça a été dit dans le chat, on va vous envoyer nos présentations. Il y a plusieurs questions qui ont été posées sur les programmes de financement. Je vais ajuster ma présentation pour mettre les liens directement dedans. Comme ça va être plus facile pour vous d'aller chercher les codes normatifs. Donc, donnez-moi le temps de faire ça, puis les gens chez Réseau vont vous envoyer nos présentations par la suite. Alors, sur ce, merci beaucoup. Merci à l'équipe de Réseau. Merci à Marc-André et Carl de votre participation. Et bonne fin de journée à tout le monde. Merci.